Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à la chaîne Khalid de Léon. Merci de vous abonner, de partager évidemment. Je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires et n'hésitez pas d'en parler autour de vous et de faire un petit pouce en l'air pour que ça puisse être plus visible. Alors vous aurez remarqué hier que j'ai posté une vidéo qui datait donc de septembre dernier, 2024, la fin de l'été. C'était un soir d'été, quelque part. Et je l'ai posté parce que M. Barnier venait à peine d'être choisi après l'insignifiant et volatile Attal. Comment il s'appelait, le petit Attal qui était venu, 3 mètres moins 20 et ses petits muscles, etc. Fanfaronné là. Donc M. Barnier avait pris sa place. Et la première chose qu'a fait Barnier, on s'attendait, bon, il est arrivé avec son ton comme ça, grisonnant, avec son mètre 80, etc. Roulant des mécaniques, on s'entendait un grand discours, presque gaulien, etc. Alors que ce type est un européiste, il appartient au Reich maastrien, etc. Alors on s'attendait quand même à un discours dense, républicain, quelque chose malgré tout. Eh bien non, la première chose qu'il a fait, il a parlé du voile. Je vous assure, c'était complètement une fiction. C'était vraiment hallucinant de voir arriver cet homme. Et la première chose qu'il comptait interdire ou discuter, c'était le voile. On a l'impression qu'en France, dès qu'un ministre arrive, la chose qu'il ait à dire, c'est de parler du voile. Ça prouve quand même ce sentiment d'échec à agir sur la réalité des choses, puisque les choses aujourd'hui, ces choses-là, appartiennent soit à l'État profond, c'est-à-dire au Reich maastrichtien, ou aux Américains, ou à la finance, ou à la banque. Enfin, à tout le monde, sauf aux Français. Donc, j'ai posté cette vidéo pour qu'on ne s'étonne pas de la continuité maladive du voile en France. C'est le discours, et là, il devient récurrent. On parle du discours maintenant, du voile, même dans le sport. Enfin, ça devient une maladie, une épidémie, mais qui ne touche que le personnel impudique et sans consistance de notre oligarchie franzosen. Je parle de ça aussi, en même temps, je me souviens de la brutalité avec laquelle un histrion, une espèce de marionnette de l'extrême droite, un certain Julien Audoul, qui, en 2019, au Conseil général de Bourgogne-Franche-Comté, je crois, avait interpellé avec une brutalité digne du pire des lâches, de ce genre de lâches qui se lâchaient sur les Algériennes dans les djebels, si vous voyez ce que je veux dire, notamment les légionnaires ou les bérets verts, eh bien avec cette même arrogance que ce Julien Audoul s'était jeté sur cette dame en lui intimant l'ordre de sortir parce qu'elle portait le voile au nom des principes et tralala et boum boum républicains. Tout ça, c'est du pipeau. Rien n'interdit dans la loi à cette femme d'entrer dans le conseil régional et de porter un voile puisque c'est un lieu public. On peut rentrer avec une croix, un voile, un cheval, un vélo et même une trottinette. Tout ça, c'est légal. Donc Julien Audoul s'est jeté sur elle. Alors il avait aussi sorti cette phrase, vous savez, des imbéciles et des ignorants, mais ça fait genre phrase définitive, au nom des femmes opprimées dans le monde. Il s'était transformé en un instant en Caroline Fourest et en CNews ou en télépoubelle dans une seule phrase. Bref, cet homme qui donne des leçons donc de république, un peu sa liberté, bien, on ne savait pas encore, mais aujourd'hui on le sait, il est dans l'affaire donc des assistants masqués, troubles du Front National, puisque c'est un frontiste avec Marine Le Pen, et il aurait profité donc de ce détournement de fonds pour Rossel d'avoir perçu de l'argent avec Marine Le Pen. Voilà, ça c'est l'arroseur arrosé, et il va être jugé ici le 31 mars pour Rossel, 10 mois d'emprisonnement possible et 20 000 euros d'amende. C'est ça le Front National. On arrive, on se la joue et derrière, on cache les saletés sous le tapis. Donc le voile est revenu, évidemment, vous imaginez bien, et ça va continuer jusqu'en 2007. Et je pense que pendant qu'une France s'écroule, eh bien, ce sera effectivement l'arbre qui cache la forêt, ce sera la muleta du torero qui cache le poignard financier qui est derrière. Et tant que les Français n'auront pas repris goût à l'histoire, enfin pas tous, le goût à l'histoire, à l'analyse, à réfléchir,
qui ne feront pas une utilité massive de leurs neurones pour comprendre et qui n'arrêteront pas de regarder la télévision poubelle, eh bien je pense que ce pays continuera à s'effondrer et l'effondrement qui est en route, qui est en marche, n'est-ce pas, Monsieur Macron, l'effondrement se poursuit. Voilà, ça c'était en préambule. Je voudrais aussi revenir sur le discours de M. Tebboune, un grand discours d'un homme calme, pondéré, posé, qui reste toujours très ouvert à la discussion et à la négociation avec la France, au-delà de l'exacerbation des sentiments, de la manipulation, des Driancourt, enfin des Sarah-Knafo, enfin tout le bétail politique qui suinte et transpire et qui déverse sa haine au quotidien sur l'Algérie. M. Tebboune s'est montré très posé et ouvert à la discussion. Et alors, dans une espèce d'inversement de l'histoire, M. Tebboune a indirectement donné un coup d'éventail, comme Hussein D, à tous ces agités du bocal qui voudraient exister. Et dans une espèce d'inversion de l'histoire, M. Tebboune m'a fait penser au général de Gaulle, qui, lorsque en avril 61, vous savez, quand le général Salan essaye avec Zeller et Schall de faire un coup d'État parce que le général de Gaulle propose l'indépendance à l'Algérie, du moins un référendum, eh bien, de Gaulle va leur rappeler en parlant de ce carteron de général en retraite, de ces ambitieux fanatiques. Eh bien, dans une inversion de l'histoire, j'ai l'impression que M. Tebboune, sans le dire, c'est ce qu'il a dit à ces opportunistes et ambitieux anti-algériens primaires qui tous les jours s'agitent à la télévision. Il a rappelé à cette espèce, à ce carteron d'agités, à ces ambitieux fanatiques qui ne parlaient pas avec eux, qu'il parlait avec le président Macron. Et ça, c'est une façon de restituer les choses et la chronologie et la hiérarchie aussi dans la discussion. Bravo, M. Tebboune, d'avoir avec finesse, finalement, souffleté, giflé un petit peu ce carteron d'arrivistes, ainsi que leurs turiféraires, ainsi que leurs hommes de main, chiens et chiennes de garde, qui s'agitent aussi à ajouter de l'huile sur le feu. J'ai entendu le crétin accusé de harcèlement, encore un, accusé d'harcèlement, un certain Bourda proposé, je crois que c'était à Driancourt ou je ne sais qui, de bloquer les ambassades, de bloquer les débarquements. Enfin, Bourdin, expliquez-vous sur le harcèlement, sur les stagiaires qui sont venus d'abord là-bas. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous vous êtes fait jeter de BFM TV. Vous vous êtes fait jeter, M. Bourdin, d'une radio poubelle pour atterrir sur une autre radio poubelle. Oui, même lui donne des leçons, s'écartant complètement de son rôle de zarmatique, de soi-disant journaliste. Par ailleurs, on peut comprendre la colère, en tous les cas, du pognon en France, du capital, puisque l'Algérie devient de plus en plus autosuffisante. Et c'est vrai qu'en matière d'agriculture, l'Algérie commande beaucoup moins. Il suffit d'écouter des paysans honnêtes qui disent qu'il vaut mieux travailler autour de relations apaisées, parce qu'il y a de l'argent qui se perd. L'Algérie produit de plus en plus. Alors, il y avait un paysan aussi qui disait une chose qui est juste, ou c'est plutôt un Algérien qui disait ça, un commentateur qui disait: on interdit la pâte à tartiner Morgène, pourquoi pas, mais on oublie que cette pâte à tartiner est fabriquée avec du lait qu'on importe de France. Eh bien, depuis, ces importations ont drastiquement baissé. Alors, au-delà de ces espèces de politiques politiciennes en voulant attaquer l'Algérie en interdisant cette pâte, eh bien, on interdit aussi, peut-être aussi, l'importation de lait. En fait, il y a des mesures et le dessous des cartes n'est pas très connu des Français. C'est comme ça, d'ailleurs, en leur cachant la réalité des choses, qu'on peut les manipuler. Je vous disais que pour comprendre une situation lorsqu'elle vous échappe, eh bien, il faut aller chercher le chemin de l'argent, comme l'écrivait John le Carré, l'écrivain irlandais. Et c'est souvent par l'argent qu'on peut comprendre tout ça. Alors l'intérêt, c'est d'être apaisé, de continuer à avoir des relations qui ramènent gagnant-gagnant. L'Algérie ne pouvait pas casquer sans arrêt du pognon, voir sortir tout ça. Et pour faire taire toute polémique et les mensonges de la maîtresse à Zemmour, qui parlait de 800 millions de dons à l'Algérie pour l'entraide, etc. C'était 130 millions. Et pour couper court à tout ça, pour éviter d'en rajouter tous les jours, M. Tebboune a dit: c'est terminé, khlas, veillen, terminé le pognon, vous le gardez, on n'en veut plus.
de cette espèce de ces échanges que nous avions écrits, etc. Tout ça, on n'en veut plus. Voilà, donc ça aussi, c'est une façon de faire taire les grandes gueules, si j'ose dire, les mal élevés, les mal appris, et de calmer un peu toute cette situation. Resteront certains qui ont intérêt, encore une fois, à ramer contre-courant, contre l'Algérie. Bon, on comprend Retailleau, ses ambitions, Tata Yo-Yo, très énervé sous son grand chapeau, etc., qui a refusé d'ailleurs une invitation de la mosquée de Paris, chose à laquelle d'ailleurs a répondu le ministre des Affaires étrangères, hein, c'est M. Boiron, je crois, Boiron, qui est allé à la mosquée de Paris, voilà, qui a remplacé Retailleau, qui ne voulait pas, disant je ne mélange pas, c'est laïque, etc. Alors qu'il est quand même allé à une synagogue avec une kippa sur la tête. Pourquoi pas, hein? Mais bon, c'est un peu hypocrite, voilà. Il ne peut pas, il ne supporte pas un rendez-vous lié plus ou moins avec l'Algérie, qu'est-ce que vous voulez. Alors derrière ça, il y a un type aussi qui profite de la situation. Cet homme qui était ministre de l'éducation en 92, hein, c'est Monsieur Bayrou, le Saint-François Bayrou, n'est-ce pas? Monsieur Bet El Haram, qui lui dit, écoutez, en 92, il est un peu dans la situation des singes. Vous savez, le singe qui fait ça, le deuxième qui fait ça, et le troisième qui fait ça. Rien vu, rien entendu. Mais en plus de cette maladie, de cet handicap, de ne pas parler, de ne pas voir et de ne pas entendre, il est amnésique. Ah non, je n'ai absolument rien vu. Et pour être sûr qu'on n'en parle pas trop bien, ce monsieur qui devait être normalement en pole position du gouvernement, devant Retailleau, eh bien, si j'ose l'expression, il se cache dans les jupons de Tata Yo-Yo ou de Tonton Retailleau pour aussi faire haro sur l'Algérie pour éviter qu'on parle de ce gravissime, donc ce crime commis sur des enfants à Bet Haram, dont toute sa familia, ses enfants et sa tame toute, Martou, sa femme était prof là-bas. Donc voilà. Donc alors lui aussi il rame là, et Macron, je pense qu'il va un peu leur dire, les gars, retournez au bac à sable, retournez à vos affaires, les grands, c'est entre nous, allez vous coucher, je m'occupe des grandes affaires. Retournez donc, leur a dit indirectement ou directement le président Macron, retournez à vos affaires d'écoliers, les affaires politiques étrangères, comme l'a proposé Tebboune, ça nous concerne. Merci aussi à M. Tebboune d'avoir aussi remercié Jean-Michel Apathy pour son intervention, pour son intégrité qui montre une France qu'on aime. J'aimerais dire que suite à la création de l'OS, quand le général de Gaulle va parler de généraux, de carterons de généraux, un mois après, je pense le 31 mars 61, un homme qui fut un grand résistant, a été assassiné par l'OS, c'était le maire d'Évian, où devaient se dérouler les pourparlers avec l'Algérie, les pourparlers donc des accords d'Évian. Dans cette ville-là, il a été victime d'une bombe dont les deux responsables, je crois, Pierre Faniglio et Pierre Blanqui ou André Bianchi se sont sauvés en disant non, on ne voulait pas le tuer, etc. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu la lâcheté de cet OS qui a l'esprit de cette même lâcheté du Front National qui ressemble de près ou de loin à la violence facile et traître d'un certain Julien Audoul qui attaquait cette femme, qui était accompagnatrice en plus, qui rendait service à l'école. Bref, de Jean-Luc Apathy, j'aimerais aussi dire que d'autres grands hommes ont fait l'honneur de la France, ils le font encore, à condition que la France regarde moins la télé-poubelle, qu'elle s'occupe moins de ce qui se passe dans le plumard d'un animateur télévisé infect, une racaille, si j'ose dire, que cette opinion française, la jeunesse, s'occupe moins un petit peu de ces affaires de coucherie indécentes, celles qui suintent rien du tout, s'intéresse plutôt à des choses qui font avancer l'esprit, avancer un petit peu la réflexion. S'intéresse à d'autres hommes. Apathy montre le chemin, mais il y en a d'autres évidemment, notamment André Mendouz. André Mendouz était donc un professeur d'université qui venait à l'université d'Alger et que les fachos appelaient Mohamed Mendouz, et il était très fier de dire je suis algérien, et oui, appelez-moi Mohamed Mendouz, c'est un honneur. Cet homme écrivait beaucoup, c'était aussi un professeur, il s'est mouillé très très loin en prenant des risques pour l'indépendance de l'Algérie, André Mendouz.
Et il a beaucoup écrit sur, soi-disant, vous savez ce qu'on entend souvent, la France coloniale a apporté beaucoup d'infrastructures à l'Algérie. Il leur a dit, faux, vous mentez. Effectivement, vous avez vu augmenter votre chiffre d'affaires, mais le bilan est désastreux pour l'Algérie et les Algériens. Lorsque vous construisez tout cela, fait par des Algériens, c'est pour augmenter votre bénéfice. Et tous ces outils que vous aviez mis en place, vous étiez seul à pouvoir les utiliser. Ce n'était pas ce que vous appelez les indigènes. Il ajoutera aussi, ce magnifique monsieur Mendouz, il ajoutera, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien apporté à l'Algérie, parce que vous n'avez rien compris à la spécificité de l'Algérie, vous n'avez rien compris à la spécificité de l'islam et de la terre africaine. Je ne cite que quelques extraits de cet homme remarquable que fut monsieur André Mendouz. Un autre aussi grand journaliste, il y en avait beaucoup à l'époque, dans le journal Le Monde, créé par monsieur Hubert Beuve-Méry, qu'on appelait Sirius, et qui a ouvert ses pages à des gens qui ont écrit des choses formidables pour dénoncer le colonialisme et sa brutalité et ses crimes. Jean-Paul Sartre, évidemment. Francis Janson, qui pour moi est un type exceptionnel par son courage physique et aussi son intellect. C'est un agrégé de philosophie. C'est un mec qui s'est mouillé physiquement. Il a mis sa vie en danger là-bas. Bien sûr, il y en aurait d'autres évidemment. Hein. Je n'ai pas tous les noms qui reviennent comme ça. Mais M. Bourdet a écrit des choses magnifiques et il a dit, suite aux crimes commis en Algérie, à la brutalité, faites attention, disait-il aux responsables, aux colons les plus excités, faites attention que demain, l'opinion ne vous associe au crime du Troisième Reich, n'associe le gouvernement actuel de l'époque au Troisième Reich. Faites attention, faites un travail de vérité et soyez, on va dire, plus clément. En tous les cas, calmez-vous un peu, j'arrondis un peu les angles pour cette déclaration de M. Bourdet. Vous pouvez retrouver, il a écrit beaucoup de livres, il a écrit un livre qui est une somme incroyable aussi sur le journalisme et tous ces articles écrits à cette époque-là. Alors, j'aimerais pas conclure cette vidéo sans citer aussi d'autres grands Français qui ont fait l'honneur de la France. Le sociologue Pierre Bourdieu, évidemment, immense sociologue qui a fait son service militaire en Algérie et qui voit tous les crimes et l'horreur et qui deviendra sociologue pour témoigner aussi là-dessus. J'aimerais aussi souligner d'autres grands hommes qui ont donné aussi à entendre et à réfléchir concernant ces guerres-là. Tout ça m'inspire suite à la sortie d'Apathie. Son honneur aussi d'avoir dégagé de cette radio, qui est une radio vraiment double zéro, RTL. Laissez tomber, hein, moi je vous dis un truc, laissez tomber tout ça. Jetez ça à la poubelle, achetez des livres, etc. Réfléchissez par vous-même, etc. Allez sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup plus que sur ces merdias. Voilà, je voudrais aussi, je vous citerai quelques livres aussi et citer quelques grands hommes qui furent des chefs historiques de la résistance algérienne. Alors, il y en a plein, hein. Mais De Gaulle, d'ailleurs, lorsqu'il va rencontrer Ben Bella en 64, il va évoquer, parce que Ben Bella était un tirailleur algérien, hein, puisqu'il était à Monte Cassino, débarquement de Provence, très très jeune. Ce garçon arrive avec un courage incroyable et De Gaulle aura un certain plaisir à parler avec lui parce que De Gaulle résistait à cette époque-là et savoir que cet homme très jeune se battait déjà pour la France, ça peut faciliter, ça peut mettre un peu d'huile dans les affaires pour négocier plus facilement. J'aimerais citer aussi un grand résistant algérien qui s'appelle Mohamed Khider, qui faisait partie de la délégation algérienne et qui a subi des tortures effroyables. Mais je vous dis, effroyable, et je vous donnerai quelques références pour trouver quelques informations autour de tout ça. J'aimerais saluer une femme aussi qui a été une grande dame et qui est encore vivante, c'est Zohra Drif, évidemment, comme Louisette ou Louisa Harilari, des femmes comme ça, Jamila Boupacha, Jamila Bouhalid, etc. Il y aurait beaucoup de choses à mettre dedans, mélanger avec ces grands hommes français qui disent les choses et ces résistants qui n'ont fait que défendre des valeurs basiques, celles de pouvoir vivre libre chez eux tout simplement, et que ça va continuer à faire débat, bien entendu. Il y aura toujours un carteron d'imbéciles, d'ambitieux, de fanatiques qui prétendront défendre les valeurs républicaines ou de démocratie ou de droit homme-femme, alors que la seule chose
qui les obsède, c'est l'ambition personnelle, c'est le pognon, tout simplement. Je vous remercie infiniment et à très bientôt.